Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être ici. Et donc, comme tout professeur qui se respecte, je vais vous poser des questions. Est-ce que vous vous souvenez de la définition de épiclèse que vous aviez appris à l'école? Ouais, probablement pas. Ne cherchez pas sur Google. Par contre, est-ce que vous vous souvenez d'un exposé que vous aviez fait au collège? Oui? Eh bien, tout est là. En fait, on retient mieux ce qu'on fait et ce qu'on fait par nous-mêmes. On apprend mieux en faisant. On apprend mieux quand on manipule, quand nous testons, quand nous cherchons, quand nous nous trompons, quand nous recommençons, quand nous expliquons à quelqu'un d'autre et quand nous varions les approches. Et ça, tout le monde le sait. Le vieil adage dit « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Et pourtant, souvent à l'école, encore trop fréquemment aujourd'hui, on vous demande d'apprendre en écoutant, en regardant le professeur, en étant silencieux et en recopiant. Alors, un dimanche d'après-midi d'automne, j'ai décidé, après des années de frustration, à voir mes élèves apprendre très péniblement avec des résultats pas toujours satisfaisants, de tester une méthode différente et une approche nouvelle. Alors nouvelle, en fait, pas exactement, parce que ce que j'ai développé dans mes classes de CAP et dans mon agence de soutien scolaire m'a été inspiré de pédagogues du 18e, 19e et 20e siècle, dont j'ignorais jusque-là les travaux, alors que j'enseignais déjà depuis plus de 10 ans. Où étaient ces pédagogues dans les années où je me formais pour devenir enseignante? Où étaient ces pédagogies dans les concours d'entrée à l'éducation nationale? Où étaient ces pédagogies dans la formation continue des enseignants? Invisibles. Invisibles. Encore aujourd'hui, quand je me déplace dans les établissements pour former des professeurs à la pédagogie de la classe autonome, plus de la moitié d'entre eux disent ne pas connaître ces pédagogies, ou très peu. Il y a même des universités en France où les étudiants qui sont en train de se préparer pour devenir professeurs, qui passent le CAPES, on leur interdit, on leur déconseille de parler de ces pédagogues. Et c'est pourtant en appuyant ma réflexion sur leurs travaux et sur mon expérience et mon intuition du terrain que j'ai développé une classe où les élèves apprennent avec plaisir, en bougeant, en manipulant, en s'entraidant et en s'autocorrigeant. Alors comment elle fonctionne cette méthode? Vous allez voir, c'est très simple. Elle est divisée en 3 temps. Le premier temps, c'est un temps dit de cours classique. Je suis devant ma classe, je fais cours, je montre des documents, je pose des questions, j'interagis avec mes élèves, ils interagissent avec moi. Vous allez me dire, ouais, super, il n'y a rien de nouveau là-dedans, il n'y a rien de révolutionnaire, non. Sauf que la différence, c'est que ça ne dure que 25% du temps. Un quart seulement du temps de cours est consacré aux professeurs qui parlent et qui enseignent. Un quart. Le deuxième temps, c'est un temps de vérification. Donc on fait un petit questionnaire et ça permet d'ancrer la connaissance. Et le troisième temps, c'est le temps des ateliers. Donc chaque élève dispose d'une liste d'ateliers qu'il peut faire dans l'ordre qu'il souhaite et autant de fois qu'il le souhaite. Il peut se lever, il peut décider de travailler avec son camarade, ils peuvent s'entraider, ils peuvent se poser des questions, ils s'entraînent l'un l'autre sur le jeu des flashcards. Pour apprendre les définitions, par exemple, ils vont regarder une vidéo sur la vie des Français au temps de la Révolution française. Ils vont replacer sur une carte les pays du Moyen-Orient avec des petits drapeaux qu'ils vont planter sur une carte. Et ils vont apprendre la chronologie des présidents de la Ve République avec des poupées russes. Et ce temps de manipulation, ce temps où l'élève il apprend en faisant, il apprend en manipulant et en s'autocorrigeant, ça dure 50% du temps de la classe. Et ça ressemble à ça. Ça, c'est Churchill. Qui est à Berlin, c'est le ministre anglais. Ouais, ministre anglais. Attends. Hop, vas-y, reviens un peu. C'est bien. Celui-là, c'est ce qu'on n'a pas besoin. Si, lui, oui, il y a lui, là. C'est lui. Ah, bah, c'est. Pour aller lire dans notre bouquin de Berlin. C'est pareil.
J'aimerais juste préciser que je travaille en CFA, c'est-à-dire que j'ai des CAP et des BP, brevets professionnels, classe de boulanger, boucher, charcutier, pâtissier, chocolatier, poissonnier. C'est des gens qui n'aiment pas l'école, pour la plupart, qui ont été brisés par le système scolaire, et ils n'ont surtout pas envie de faire de l'histoire-géographie. Cette vidéo, moi personnellement, je ne sais pas vous, mais ça me fait rêver en tant que professeur. En fait, pendant 50% du temps, le professeur, il a fabriqué son environnement, il a pensé ses ateliers, il a créé son matériel, et il laisse le matériel devenir l'enseignant. Lorsque j'ai vu pour la première fois la classe autonome fonctionner devant mes yeux, j'y ai à peine cru. Et lorsque j'ai vu les retours des élèves et les premiers résultats arriver, les premières notes, mais c'est devenu une évidence pour moi. Il fallait à tout prix diffuser cette méthode. Mais qui allait m'écouter? Professeur de CFA, de province, non certifié, recalé des concours de l'éducation nationale, enseignant à des classes de CAP. J'étais invisible à mon tour. J'étais inaudible même. Et pourtant, je savais, je voyais que cette méthode, elle sauvait des élèves au quotidien. Alors, je l'ai défendu, ce travail, dont la pédagogie autonome n'était qu'une partie. J'ai défendu mon travail corps et âme, jusqu'au jour où celui-ci a été reconnu par un jury international de professionnels du monde de l'éducation, avec ma nomination parmi les 10 finalistes à travers le monde en lice pour recevoir le prestigieux Global Teacher Prize. Mais ça, vous connaissez bien sûr. Non? Eh bien, c'est normal, parce que ce prix, il est aussi invisible, parfois, et notamment en France. Beaucoup de professeurs ignorent son existence, et pourtant, c'est un prix qui vient récompenser le travail de professeurs passionnés à travers le monde, qui développent des pédagogies innovantes et des projets inspirants pour aider les élèves sur le terrain, dans le monde entier. En fait, c'est le prix Nobel de l'éducation, le prix Nobel, l'équivalent pour les enseignants. Et cette nomination, elle m'a donné une voix pour parler de cette méthode qui a changé ma vie et celle de mes élèves. Parce qu'avec la classe autonome, ils sont plus épanouis, ils sont plus motivés, ils sont plus concentrés, ils s'entraident, ils apprennent mieux, ils retiennent mieux, ils s'ennuient moins. Et les notes augmentent. Avec la classe autonome, on redonne l'envie d'apprendre, le plaisir, mais on apprend aussi la rigueur, la responsabilité, la persévérance, l'entraide et l'auto-évaluation. Alors je sais ce que vous allez me dire, et je l'entends très très souvent. C'est trop beau pour être vrai. C'est impossible, les classes elles sont trop hétérogènes. Je vous présente ma classe de CAP boulanger. On va me dire que c'est impossible, parce que les classes sont trop chargées. J'ai rencontré récemment une professeure qui m'a dit faire de la classe autonome dans des classes de 37 élèves, avec un franc succès. Impossible, on n'a pas les moyens. Impossible, les élèves sont trop dissipés, trop difficiles à mettre dans des quartiers compliqués, dans des milieux, des collèges de ZEP par exemple, ou de REP. J'ai testé cette pédagogie sur une classe de 26 CAP bouchés. Je répète, 26 CAP bouchés. On va me dire que c'est impossible parce que c'est facile à faire en CAP, mais c'est impossible à mettre au lycée sur des programmes beaucoup plus denses, beaucoup plus complexes ou encore dans le supérieur. Ça, c'est du matériel que j'utilise pour préparer mes élèves à la dissertation, au baccalauréat de français, mais aussi pour la philosophie en terminale ou encore pour les spécialités géopolitiques, mais aussi pour la SES, la SVT. Ça s'adapte à toute matière et à tout niveau. Et j'ai des professeurs en France aujourd'hui qui commencent à le tester en licence, en BTS, avec vraiment un franc succès. Et puis la dernière chose qu'on me dit, c'est du ludique, ça ne marche pas, l'élève n'apprend pas vraiment. Voici les notes de mes élèves au bac de français l'année dernière. Alors je vous pose la question, combien de temps continuerons-nous à dire que c'est impossible, juste parce que ça nous gêne, que ça nous demande de sortir de notre zone de confort, que ça nous demande de revoir notre façon de penser, de refaire nos cours, de changer notre posture d'enseignant? Combien de temps encore pour que ces pédagogies, elles rentrent dans la formation des enseignants, parce qu'elles sont efficaces et elles sont adaptables à toute matière et à tout niveau? Combien de temps encore on va faire la sourde oreille face à des professeurs de terrain qui apportent des réponses concrètes aux problèmes du mal-être à l'école? Parce que des initiatives comme celle-là, il en existe des dizaines de milliers en France, qui sont elles aussi invisibles.
Et si la réponse, face à l'échec scolaire, face à la souffrance à l'école, face à l'ennui en cours, elle était simplement dans une pédagogie qui demande de changer de philosophie, juste ça, juste changer de philosophie. Pourquoi l'école devrait-elle faire souffrir? Pourquoi apprendre, ça devrait être une épreuve douloureuse? Pourquoi à notre arrivée au lycée, on n'aurait plus envie de pédagogie active, ludique, colorée? Pourquoi penser systématiquement que ce sont les élèves qui ont des lacunes, alors que c'est peut-être nos méthodes qui n'ont pas été adaptées? Moi, je crois profondément aujourd'hui dans la méthode de la classe autonome. Je pense qu'en changeant nos méthodes, on peut redonner une place à tout le monde, on peut redonner sa chance et on peut rétablir une vraie égalité à l'école. Et je pense sincèrement que cette méthode peut s'adapter à tout niveau et à toute matière. La pédagogie, ça devrait être le cœur de notre métier. Ça devrait être le socle de la formation des enseignants. Et tant qu'on recrutera les professeurs avant tout sur l'érudition et trop peu sur la pédagogie, eh bien notre école, elle sera toujours en souffrance. Qui aujourd'hui, avec ce qu'on sait sur les neurosciences, sur le cerveau, peut encore se dire qu'on doit faire des cours magistraux, faire écrire les élèves sous la dictée pendant des heures? C'est pourtant ce dont témoignent de nombreux élèves encore aujourd'hui. Et il faut changer cela. Il faut remettre la pédagogie au centre. La pédagogie ne doit plus être invisible. Car si l'éducation est l'arme la plus efficace qu'on puisse utiliser pour changer le monde, la pédagogie représente nos munitions. Et la dernière question qui reste en suspens, et je vois que vous réfléchissez depuis tout à l'heure, que veut dire ce satané mot d'épiclèse? Alors si je vous donnais la réponse, je serais en totale contradiction avec tout ce que je viens de vous expliquer. Donc je vous laisserai donc chercher la réponse par vous-même. Merci.